Je disais, cette loi, c'est ce qu'on appelle la seconde loi de Descartes. En fait, la première loi de Descartes, on n'en a pas parlé, mais elle est très simple. La première loi de Descartes, elle dit que si votre rayon il est dans le plan de mon écran d'ordi, là, donc le rayon qui arrive, on est d'accord qu'il est dans le plan de l'ordi, bah, il n'y a aucune raison que le rayon qui sorte, bah, en fait, il vienne dans votre œil ou qu'il aille derrière l'ordinateur. Il reste dans l'ordinateur. Si je me fais comprendre. D'accord? Si vous avez une feuille, le rayon, il va rester dans le plan d'arrivée. Il va pas partir n'importe comment. Donc là, c'est la première loi de Descartes. La seconde loi de Descartes, c'est celle-ci. D'accord? Qu'on connaît, n2 sinus i2 égale n1 sinus i1. Et c'est là qu'on va appliquer pour cet exercice-là. Alors, donc, première question qu'on vous posait, donc là on est 21, je rappelle, page 278. Première question, on vous posait la question, utilisant la seconde loi de Descartes, calculer l'indice de réfraction n2 du verre des lunettes. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Non. Bon, si vous posez... Oui, alors tu trouves combien? Vous trouvez combien? Ok, ça doit être ça, on va vérifier. Bon, bah, c'est bien. Alors, donc on y va. On dit qu'on passe de l'air, donc indice, on va de l'air au vert, dans la situation. Ouais, c'est ça, 1,7. Donc on va le faire. 1, donc on remplace la formule n1 sinus i1 égale n2 sinus i2. n1, c'est l'indice de l'air. Donc c'est 1 fois sinus et i1, c'est l'angle d'entrée. On vous dit que l'angle d'entrée vaut 60 degrés. Donc on met 60 est égal à n2, c'est ça qu'on cherche, c'est notre inconnu, fois sinus 30. Et du coup, on en conclut que n2 est égal à sin 60 sur sin 30. Alors attention, vous n'avez pas le droit de diviser par sinus là. D'accord? Vous n'avez pas le droit de simplifier. Ça marche pas pareil, c'est des sinus. Alors, on y va. Sinus 60 divisé par sinus 30 et on trouve effectivement 1,73. Et donc, c'est un indice assez élevé, hein, 1,73. Hein. Je vous rappelle que l'eau, c'est 1,30. Le verre, c'est normalement 1,4. 1,70, c'est pas mal. Donc, on vous explique qu'en fait, l'intérêt d'utiliser un indice élevé, ça évite d'avoir des verres extrêmement épais. Ça permet d'avoir des verres plus fins. Parce que ça dévie plus la lumière, du coup. Plus l'indice est élevé, plus ça dévie la lumière. Du coup, l'intérêt, bah, quand vous avez des gros problèmes de vue, c'est de dévier fortement la lumière pour corriger vos problèmes de vue. On en reparlera un peu après des problèmes de vue dans le chapitre d'après. Donc là, c'était pour la question A. Voilà, normalement, rien de trop difficile. Question B maintenant, on dédure la vitesse. On n'avait pas trop fait d'exo là-dessus, mais c'était dans le cours. Je vous rappelle que la définition d'un indice, c'est la vitesse de la lumière dans le vide divisée par la vitesse de la lumière dans le milieu. Donc là, en l'occurrence, ce serait dans le vert. Et donc l'indice du vert, c'est égal à la vitesse de la lumière dans le vide sur la vitesse de la lumière dans le milieu. Et nous, ce qu'on cherche, c'est ça. Mais on vient de calculer ça. Et ça, on le connaît, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Donc, je vous rappelle que c'est une valeur que vous devez connaître. La vitesse de la lumière dans le vide, elle vaut 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Ou alors, si vous voulez retenir un autre chiffre, 300 000 kilomètres par seconde. Et donc, calculer la vitesse dans le milieu, la vitesse du verre, dans le verre, la lumière dans le verre, elle est ralentie. Elle est ralentie du nombre de fois de l'indice. C'est pas très français, mais bon. En gros, si l'indice il vaut 2, c'est-à-dire que la vitesse de la lumière divisée par 2. Et ben là, on est pareil. Si l'indice, on sait qu'il vaut 1,73, ça revient à faire diviser C par 1,73. Donc ça fait 1, ça fait 3 10 puissance 8 divisé par 1,73. Et on va obtenir ah non, bah t'as dû te tromper, t'as dû faire fois, toi. C'est pas possible d'être au-dessus de 300 millions. Ouais, c'est pas possible, t'as dû te tromper. Ça fait normalement, 1,7 10 puissance 8. T'as dû faire fois, toi, t'as dû te tromper dans ton calcul. Mètres par seconde. Vous ne pouvez pas trouver plus que 3 10 puissance 8. Tu me trouves combien en mètres par seconde?
Toi, tu trouves 5 10 puissance 8, toi. C'est pas possible. D'accord? Tu as dû faire fois. C'est la seule explication. Donc à partir de là, maintenant, on peut calculer la vitesse de la lumière dans n'importe quel milieu. Si vous avez l'indice d'un milieu, dans l'eau, par exemple, bah, elle va à 225 000 km par seconde, la lumière, dans l'eau, parce que l'indice vaut 1,33, etc. Donc dès que la lumière rentre dans un milieu, forcément, elle est ralentie. Elle ne peut pas aller plus vite que dans le vide, parce que dans le vide, il n'y a rien pour l'arrêter. Alors que dès qu'elle rentre dans un milieu transparent, bah, elle est un peu ralentie. D'accord? Et donc, ça fait 173 000, moi j'ai. Bon, c'est peut-être dû faire un arrondi au début, c'est pas grave. Tu as pris 1,7, effectivement, tu trouvais 178,9. Mais bon, c'est voilà, j'aurais compté juste dans un contrôle. On est bon pour le 21? Continue. Alors, le 27. Le 27. Alors, le 27, je l'avais choisi parce qu'il était intéressant et vous expliquer pourquoi est-ce que la lumière était dispersée. On en a déjà parlé. Alors, déjà, première question. Donc, en fait, la lumière, voilà, elle arrive perpendiculaire ici au prisme. Elle va traverser le prisme et ici, on voit que le rayon qui était blanc, qui était constitué par exemple de rouge et de bleu, il est séparé. Du coup, ça ferait pas du blanc, mais bon, là, on a pris que deux couleurs pour simplifier. Le rayon il est séparé ici. Les deux rayons rouge et bleu sont séparés. Pourquoi ils sont séparés? Parce qu'on voit que l'indice du vert pour le rouge n'est pas le même que l'indice du vert pour le bleu. Quand je dis vert, c'est VE2RE1. D'accord? Du prisme. Donc, première question qu'on vous pose, c'est pourquoi est-ce que l'indice n'est pas dévié en I1? Bah, tout simplement parce que le rayon arrive perpendiculairement à la surface. Une autre façon de faire, c'est de faire une petite démonstration, enfin une démonstration mathématique. Vous appliquez la loi de Descartes. Égale N2 sinus I2. Ici, I1, il vaut 90 parce qu'on arrive perpendiculairement. D'accord? Et N1, c'est l'air, donc ça vaut 1. Donc 1 fois sinus 90, et sinus 90, ça vaut 0. Donc finalement, ça vaut 0. Et 0, c'est égal à N2 fois sinus I2. I2, enfin, c'est pas l'angle là, hein, c'est un autre angle. C'est l'angle qui est dedans là. Et du coup, vu que l'indice, on sait que ce truc-là est différent de 0, ça veut forcément dire que celui-là est égal à 0. Donc on en conclut que sinus I2 est égal à 0. Donc la seule possibilité, c'est que I2 égale 90 degrés. Bon, s'il y avait un prof de maths, il vous aurait dit qu'il y a une autre possibilité, il y a moins 90, etc. Mais bon, on ne rentre pas dans le détail. Ça veut donc dire que les deux angles sont perpendiculaires. Donc en fait, en gros, pour résumer, il suffit de dire que le rayon est selon la normale. Quand un rayon arrive selon la normale, il n'est pas dévié. D'accord? C'est logique. Mais à la plage, hein, c'est toujours pareil, quelqu'un qui se noie dans l'eau, et vous courez, vous êtes pile en face de lui, bah, vous n'avez aucune raison de partir sur le côté. D'accord? Vous allez en ligne droite. C'est pareil. C'est la question A. Question B maintenant. Décrire et expliquer qualitativement le phénomène de dispersion de la lumière par un prisme. Alors, on y va. En I2. On va regarder ce qui se passe en I2. En I2, qu'est-ce qui arrive? On arrive, l'angle N1 sinus I1 égale N. Alors, on va l'appeler I parce que I1 il est déjà noté. On va juste mettre I. Non, si je mets du blanc, ça ne veut pas. Je sais pas comment ça marche. Là. Bon, bref, c'est pas grave. On va virer le truc là. Voilà, on va juste mettre sinus I pour simplifier. Voilà. Égale à N2. N2 sinus I2. Bon, c'est la loi de Descartes qu'on va appliquer au point ici. Donc I, c'est l'angle qui est là, d'accord? Et I2, c'est l'angle qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que I, soit rouge ou bleu, c'est le même. Qu'on soit rayon rouge ou rayon bleu, les deux arrivent avec le même angle ici. Donc c'est le même angle d'entrée. Par contre, on voit que ici, N1, il vaut 1,62 pour le rouge. Pour le bleu, il vaut 1,65. Ça veut donc dire pour le rouge, par exemple, l'indice, ce chiffre-là, pour le rouge, il est plus petit que pour le bleu. Donc ça veut donc dire que le truc en sortie est pareil. D'accord? Donc je vais l'écrire. Pour le rouge,
N1 sinus I1 est inférieur à N1 sinus I1 pour le bleu. C'est pas par rapport au milieu aussi, ben justement, mais c'est aussi par rapport au milieu, mais aussi par rapport à la couleur. Donc là, l'indice du vert, c'est comme tout à l'heure, par exemple, on a dit on trouvait 1,73 pour une lunette, des lunettes. Et donc pour des lunettes, on va essayer de s'arranger pour trouver aussi un vert dont le indice ne varie pas trop par rapport à la couleur. D'accord? Sinon, vous auriez des arcs-en-ciel tout le temps, mais il y en a toujours un petit peu. C'est ce qu'on appelle des aberrations chromatiques. Les aberrations chromatiques, vous en avez forcément sur les appareils photo, sur vos lunettes. Enfin, il y a toujours des aberrations à cause de ça. Le fait que les rayons lumineux ne sont pas déviés pareil, qu'ils soient bleus ou rouges, par exemple. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Donc, pour en revenir ici, pour le rouge, N1 sinus I1 est plus petit que N1 sinus I1 pour le bleu. Et donc, ça veut donc dire que N2, alors, je vais pas le mettre en rouge, je vais le mettre en noir. Que N2 sinus I pour le rouge, I2 du coup pour le coup, est plus petit que N2 sinus I2 pour le bleu. Et vu que N1, que les deux N2 sont identiques, on en conclut que l'angle I2 du rouge est plus petit que l'angle I2 du bleu. C'est bien ce qu'on observe ici. On voit bien qu'on a un angle plus petit ici que là. D'accord? Donc c'est pas évident à démontrer ça. Enfin, c'est pas vraiment une vraie démonstration, mais voilà. Qualitativement, expliquer pourquoi est-ce que l'angle de sortie est plus petit pour le rouge que pour le bleu. Parce que l'indice, une façon de dire, hein, c'est l'indice, c'est juste l'indice du rouge est plus faible. Donc le rayon, il sera moins dévié. Une autre façon de faire, c'est moins mathématique. D'accord? C'est un peu moins juste. Et pareil pour le bleu, l'indice est plus grand, donc il sera plus dévié. D'accord? Des questions sur l'exercice là? Et le dernier, je l'avais noté, c'est le 37. Le 47. Alors celui-là, j'avais choisi parce que justement, on a parlé de couleur. Alors, on va zoomer dessus. Donc on a parlé la dernière fois en cours des spectres d'émission. Le spectre d'émission, c'est ça. En gros, c'est vous prenez une capsule avec du gaz dedans, vous le faites chauffer en faisant passer du courant. Vous mettez du courant ici, vous mettez voilà, un générateur ici, d'accord? Vous mettez un plus et un moins. Alors, en l'occurrence, c'est de l'alternatif, mais c'est pas grave. Vous faites chauffer, du coup, faire passer du courant ici, ça fait une tension, ça va faire bouger les molécules là-dedans. Donc elles vont bouger dans tous les sens. Du coup, le gaz va s'exciter et il va émettre de la lumière. Mais il n'émet pas n'importe quelle lumière. Et par exemple, il va émettre que certaines couleurs. Donc là, dans l'exemple qu'on vous a donné dans l'exercice, le gaz, il émet du violet, du bleu, du jaune, du vert, etc. D'accord? Sauf que maintenant, si on fait on reprend cette capsule de gaz, par contre, on ne fait pas passer de courant. Donc on prend le même gaz qui émettait ces couleurs-là quand on le fait chauffer, et lui, on lui envoie du blanc. Et ben, si je lui envoie du blanc, en sortie, en fait, je ne vais pas avoir du blanc, je vais avoir des trous noirs aux endroits précis où lui émettait. C'est exactement complémentaire. Donc, par exemple, ce qu'on appelle le spectre d'émission et le spectre d'absorption. Donc là, si votre gaz est capable d'émettre du violet, bah, c'est-à-dire qu'il est capable, lorsqu'il est froid, d'avaler du violet. D'accord? S'il est capable d'émettre du bleu, il est capable d'avaler du bleu. S'il est capable d'émettre du vert, il est capable d'avaler du vert, etc. Exactement la même longueur d'onde. On appelle le spectre d'absorption. Donc un gaz est capable d'émettre lorsqu'il est chaud des couleurs, mais pas toutes les couleurs, certaines raies. Et lorsqu'il est froid, ce gaz est capable d'avaler certaines couleurs. Et c'est exactement les couleurs qu'il émet lorsqu'il est chaud. D'accord? Ce qu'on appelle le spectre d'émission, le spectre d'absorption. Donc maintenant, on va regarder une étoile. Une étoile, comment ça fonctionne? Alors déjà, on fait un petit peu de culture. Une étoile, c'est au centre, c'est tellement concentré que ça émet toutes les couleurs, limite comme un solide. Donc ici, on a une lumière blanche qui sort de l'étoile normalement. Alors quand je dis blanche, pas forcément blanc, mais c'est un mélange de toutes les couleurs. Et ce qui se passe, c'est qu'autour de l'étoile, en fait, il y a une couche de gaz froid. Alors quand je dis froid, c'est quelques milliers, voire quelques millions de degrés. Pas millions, mais quelques milliers de degrés, de manière à ce que ils ne soient pas assez chauds pour émettre de la lumière, mais ils sont assez
ils sont quand même présents et du coup, ils vont avaler une partie de la lumière. En fait, toutes les raies que vous voyez là, elles sont dues à l'absorption du gaz qu'il y a autour de l'étoile, ce qu'on appelle la chromosphère. D'accord? Et donc ici, notre étoile là, qu'on est en train d'étudier, est composée de plusieurs gaz. Il y a des gaz au centre, etc. Il va y avoir des gaz, comment dire, je veux dire, j'ai des bêtises, un mélange de gaz en atmosphère de l'étoile, et du coup, ce mélange de gaz, on veut savoir la composition. Alors déjà, première question, on vous demande, est-ce que c'est un spectre d'émission ou d'absorption? Bah, c'est évidemment un spectre d'absorption, et puis on voit bien, car il y a un spectre continu, donc c'est-à-dire toutes les couleurs, avec quelques raies noires, qu'on appelle les raies d'absorption. D'accord? Et maintenant, on vous dit, voilà, cette étoile, c'est un mélange de gaz. Je vais arriver. Et on vous dit, voilà, cette étoile, c'est un mélange de gaz, et lequel de ces gaz est dedans ou pas. Comment est-ce qu'on fait ça? En fait, c'est pas compliqué. On va regarder ici, est-ce que ce gaz A, par exemple, il émet normalement deux lignes. Donc lorsqu'il va avaler, ce gaz, il va absorber ces deux lignes. On regarde, est-ce qu'on a les deux mêmes lignes dans le Soleil, dans l'étoile là? Oui. Donc le gaz A est bien présent. Il est là. On regarde le gaz B. On voit par exemple ici qu'on a une bande rouge, ici on a une bande à peu près rouge au même endroit, mais on ne voit pas la raie orange, on ne voit pas la raie verte, on ne voit pas la raie bleue, on ne voit pas la raie là. Donc on voit qu'il manque des raies. Et s'il manque des raies, ça veut dire forcément qu'il n'y a pas le gaz. C'est du tout ou rien. Forcément toutes les raies ou elles n'y sont pas. Donc il n'y est pas. Il n'y a pas de gaz B, c'est sûr. Je vais noter non. On regarde pour le C maintenant.
Et monsieur, euh, vous avez dit au début du cours, attends, c'est moi qui parle là? Ah oui. Ok, vous avez dit au début du cours que vous avez changé sur le DS pour qu'on voit où on a eu faux, mais je suis allée voir et on peut pas voir. Bah oui, je suis retournée sur mon contrôle, mais on voit pas. Il y a toujours les cases grises, il n'y a pas rouge ou vert. Ah bon? Bah je sais pas, ça marchait pas alors. Ah non, non, c'est bon. Non, mais c'est bon. Oui, oui. Ok.